de sujets reproducteurs de race pure doit bien sûr se faire en se basant sur les performances du zootechnique via les indices génétiques calculés par le programme d'évaluation Génovis. Toutefois, une grande attention doit aussi être portée aux différents critères de conformation. Ceux-ci revêtent une importance capitale puisque des problèmes de conformation peuvent rapidement compromettre les performances zootechniques et la longévité des animaux. La présente vidéo fait la revue des principaux aspects à considérer lors de l'évaluation de la conformation des sujets reproducteurs. Vous entendrez l'agronome Joanne Cameron, alors coordonnatrice de la vulgarisation et du transfert technologique au Centre d'expertise en production ovine du Québec, qui est aussi une grande passionnée d'exposition, vous expliquer les différents points à évaluer pour faire une sélection judicieuse des sujets reproducteurs. Pour la première chose à regarder chez les ovins, qui est un critère de disqualification ou d'élimination pour la reproduction, c'est la dentition. Ce qu'il faut qu'on ait, c'est comme cet animal-là. Quand on va aller voir pour ne pas les fâcher, on va juste s'ouvrir comme ça. Il ne faut pas y aller en tirant les babines comme ça parce qu'on peut les fâcher. Là, lui est quand même calme. Donc, on va juste faire ça comme ça pour voir comme il faut le bourrelet dentaire qu'il y a ici en haut, puis la rangée de dents en bas. Ce qu'on veut, c'est que les deux arrivent parfaitement bien alignés quand on va le regarder de côté ou de face. Une bonne façon de le voir rapidement, ça va être passer juste le pouce comme ça. Puis ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas rien qui accroche quand on va passer le pouce. Important, d'un animal à l'autre, on va prendre des gants qu'on va changer pour ne pas passer des maladies d'un animal à l'autre ou même nous en avoir si jamais l'animal a quelque chose au niveau de la gueule d'infectieux, comme l'ecthyma par exemple, qui est une zoonose. Donc on va regarder comme ça, comme celui-là est parfaitement aligné. Si je passe mon pouce comme ça, il n'y a rien qui accroche, puis ça ne recule pas non plus, comme si les dents étaient décalées. De côté, lui donne une bonne démonstration. On voit vraiment de côté, quand il est immobilisé, que le bourrelet dentaire est parfaitement aligné. Très important parce que c'est avec ça ici qu'il va couper les aliments et les sélectionner. Fait que si c'est pas parfaitement aligné, on va avoir des problèmes de consommation, d'ingestion d'aliments avec le gain qui peut s'en suivre puis le développement de l'animal. J'ai un bélier qui est âgé de 1 an. J'ai 8 dents qui sont les incisives. J'ai 8 incisives sur le mandibule inférieur. Ici, sur le coin, j'ai 3 dents de lait, 1, 2, 3, qui sont des dents très petites, très fines. Et j'ai 2 incisives permanentes, temporaires, adultes, ici, qui sont les 2 du milieu. Les 2 grosses, là. Donc, cet animal-là, ça me dit qu'il vient de changer de dentition vers 1 an et qu'il est âgé peut-être entre 12 et 14 mois. Puis la longueur, les dents ici, les deux premières peuvent changer selon les races à différents âges, selon la maturité que les animaux prennent en âge. Si mon animal est en changement de dents, donc on arrive et les dents sont tombées ou en train de repousser, mes dents vont être croches. Donc je ne peux pas considérer que c'est un défaut parce que les dents vont pousser comme un peu chez les bébés, vont pousser croches jusqu'à ce qu'ils se replacent. Donc si je fais l'évaluation d'un animal une journée que les dents sont en train de pousser, bien, il va falloir que je considère que ça se peut qu'une dent ou l'autre accroche, mais il faut que la totalité du mandibule inférieur soit alignée, donc jusqu'à la dernière dentition, dent de lait, qui est la dernière ici, ou si c'est un animal adulte, jusqu'à la dernière. Chez un animal qui prend de l'âge, c'est normal avec la poussée des dents, avoir un petit peu plus de sortie de mes dents ici. Mais si je suis en très jeune âge puis que déjà ma dentition de lait accroche lors de l'évaluation, je suis un bélier à fort problème en vieillissant. Donc si je regarde cet animal-là, peut-être qu'on ne le voit pas très bien, mais mes cils partent par en bas, donc j'ai pas de problématique. Un animal de cet âge-là, s'il avait eu à avoir des anthropions, j'aurais peut-être déjà un animal qui aurait de la cécité ou des ulcères de la cornée ou un œil qui est très rouge parce qu'en étant vers l'intérieur, les cils frottent sur la cornée, font une infection, vont se gratter les yeux puis finalement avoir des problèmes de bactéries dans les yeux puis des problèmes de cécité qui peuvent en suivre. Et ça, c'est un critère qu'on veut parce que c'est très héréditaire. Si ce bélier-là avait des anthropions, même légers, sans causer de problématiques, il pourrait le transmettre à sa descendance. Puis à la naissance, on voit beaucoup d'agneaux qui ont des yeux larmoyants avec des traitements qui s'en suivent, puis c'est très fatigant pour les éleveurs. C'est vraiment la façon de le voir. J'ai la ligne de cils au bas qui est parfaitement dégagée de l'œil avec les cils qui vont vers le bas, fait que j'ai pas de problème d'anthropion. Deuxième chose,
Dans le dorsette qu'on a ici, le conduit lacrymal ici, on ne veut pas qu'il soit trop prononcé, pas plus prononcé que celui-là, principalement là, au niveau des sécrétions, pour pas que j'ai d'accumulation de résidus ici. Fait que c'est un critère au sein de chaque race qu'on doit regarder pour pas avoir des conduits lacrymaux qui deviennent très profonds, très prononcés, puis qui vont descendre. Surtout chez les béliers, avec l'âge, les conduits lacrymaux peuvent commencer à s'approfondir comme celui-là, mais on ne devrait jamais dépasser celui-là qui est à la limite de l'acceptable. La tête, on veut avoir une tête qui va être proportionnelle puis qui va correspondre aux critères de chacune des races, qui va être quand même bien effilée, puis après ça, qui va bien se joindre au niveau du cou. Donc, principalement au niveau de la tête, les dents, les yeux, les conduits lacrymaux. Alors, au niveau de cet animal-là, ce que je voulais montrer, c'est un peu la tête qui n'est pas ce qu'on souhaite pour ce qu'on recherche, un peu de défaut. Non majeur pour la production, mais non souhaitable. Le premier étant les glandes, pas les glandes, mais le canal lacrymal ici, qui est très long, trop long et très profond aussi. Et on voit aussi beaucoup de plis à la surface de la tête. Pour la race, c'est pas ce qui est recherché non plus chez le dorsal. Ensuite, pour une race à serre, ici, si on voit, on est vraiment à la limite d'une corne ou d'un bourgeon de corne qui est beaucoup trop développé. Donc, lorsque j'ai fini aussi au niveau de la tête, je vais aller progressivement vers le cou de mon animal. Pour avoir une facilité de mise bas sur la descendance que l'animal va produire, je vais chercher à avoir un cou qui est quand même bien dégagé et de la tête et des épaules, puis d'une bonne longueur. On a des races qui vont avoir des coups beaucoup plus courts, comme le Texel, qu'on va quand même, avec la sélection, sans perdre les autres critères, essayer d'allonger ça pour dégager l'animal de ses épaules pour faciliter le passage. Donc, au niveau du cou, si on est capable sur chaque animal d'avoir un cou qui est assez long avec tout le reste qui suit, ça va être un avantage de plus, mais pas quelque chose qui va pénaliser ou qui va l'empêcher de produire à long terme. Une fois que j'ai passé le cou, on va s'attaquer plus à la structure squelettique sans regarder vraiment tout de suite le développement musculaire, mais vraiment s'assurer que la structure du squelette de l'animal ne pose pas de défaut. Je vais commencer par mes épaules. Un mouton, comparativement à une vache, je ne vais pas chercher de caractère laitier. C'est vraiment quelque chose qu'on ne souhaite pas, surtout sur les races maternelles à viande, les races maternelles ou les races terminales à viande. Alors ici, on a un bélier. Quand on parle d'une épaule qui est angulaire et non souhaitable, c'est une épaule qui est angulaire et non souhaitable. Alors qu'on chercherait à avoir une épaule qui est droite, qui est solide, où je peux mettre ma main à plat puis que je pars mon épaule de façon harmonieuse. J'ai vraiment une pointe ici. Je mets ma main dessus et j'ai carrément un garrot, un peu comme une vache laitière. Chez les vaches laitières, c'est souhaitable. Chez les ovins, ça ne l'est pas. J'aurais aimé avoir une épaule pleine de musculature ici, avec une omoplate qui est un peu plus ouverte, une épaule plus ouverte. Les épaules sont bien liées, mais on voit comme il faut la pointe qu'on a ici à ce niveau-là, au lieu d'être plat. Chez les ovins, on cherche une épaule qui est plate, qui va favoriser un dépôt musculaire puis une bonne ingestion. Donc, au niveau de mon épaule, ici, j'ai un sujet qui a une bonne épaule. J'ai une bonne jonction de mes deux omoplates ici et là, ensemble, sans avoir de creux. Si mon animal était en défaut, je pourrais avoir mes deux omoplates avec un creux entre les deux, ce qui ferait une épaule qui aurait une jonction comme ça. Même chose, je ne veux pas avoir un sujet qui va avoir, comme je disais, le critère angulaire parce que c'est un animal qui va être beaucoup plus pointu d'en avant et généralement plus serré juste derrière l'épaule. Donc ça, c'est le genre d'épaule recherché, comme si je peux mettre ma main à plat sur l'animal. Puis ensuite, j'ai mes deux épaules qui vont descendre correctement au niveau de la structure sans être ouvertes ou refermées vers l'avant. Donc j'ai une bonne descente uniforme puis homogène qui descend ensuite. Une fois les épaules faites, je vais continuer à la ceinture du cœur. Ce qu'on veut chez l'animal, bon, ici je veux une bonne jonction, mais je veux l'animal qui va avoir la meilleure ceinture du cœur possible. Pourquoi? Capacité cardio-respiratoire, l'ingestion d'aliments, que ce soit chez l'ovin, le bovin laitier, le bovin de boucherie, toutes les espèces en production, je vais chercher l'animal qui est le plus fort possible d'en avant. Donc, la capacité que je vais pouvoir voir en faisant ça ici comme ça, juste comme si je passais une sangle. Fait que je vais voir l'ouverture. Si mon animal était très pointu à l'épaule ou serré ici au cœur, je serais beaucoup plus serré comme ça, comparativement à cet animal-là où j'ai une bonne ouverture. Donc, je suis capable de mettre mes pouces comme ça, de voir qu'il y a une bonne ouverture de ses côtes.
bonne capacité. Puis ensuite, je vais voir la profondeur jusqu'ici de la ceinture du cœur. Je veux que ça descende le plus bas possible. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus en se reculant et non au toucher. Je vais toucher la largeur, puis je vais aller constater en me reculant la profondeur de mon animal, de la plante ici, de la poitrine jusqu'en haut ici. On va revenir pour voir la forme des côtes de mon animal. Alors que chez les bovins laitiers, comme je disais tantôt, on va chercher un animal qui est angulaire avec des côtes très larges, un peu comme une goutte d'eau. Chez les ovins, on va chercher une côte qui est beaucoup plus du type rond, qui va bien se marier ici au niveau de mes épaules, du passage des sangles, pour ne pas faire non plus un creux si mon animal était très serré au cœur. Donc on voit ce bélier-là. Mes côtes sont rondes, descendent comme il faut, et on a une bonne profondeur tant au niveau de l'avant ici, que du baril ici, qui est la fin qui est le reste de ma capacité chez mon animal. Donc ça descend en bas, le plus bas possible ici au niveau sans être serré au cœur, mais pas avec des côtes comme chez le bovin laitier qui finirait en pointe ici. OK, sur ce bélier-là, ce que je veux montrer, c'est un bélier terminal encore. On va comparer avec d'autres béliers tout à l'heure, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même une capacité qui est acceptable avec une côte arrière qui va un peu vers l'extérieur, qui va ouvrir. Donc, on a un animal qu'on ne peut pas considérer comme tuyau de poil malgré sa longueur, parce qu'on a justement une côte au niveau du baril qui donne une bonne profondeur pour la capacité à consommer les aliments. Ce n'est pas quelque chose qu'on qualifie de tuyau de poil. Alors ici, en comparaison avec l'animal de tantôt, on a un animal qui a pas mal la même longueur, qui est aussi long que l'autre, mais qui a un problème au niveau de sa capacité. Ici, au niveau du passage des sangles, on a un animal qui est plus serré, mais si on compare par rapport à l'autre, lui, on le qualifierait plus du type tuyau de poil. Parce que la côte avant est quasiment similaire à la côte arrière. Donc, ce que ça donne comme impression, c'est un animal un peu comme un tuyau, d'où l'appellation de tuyau de poil, où on a vraiment un manque de capacité au niveau du baril et de la profondeur de notre animal. Pour la capacité, quand on évalue la capacité dans toutes les races, c'est un critère qui est essentiel, mais chez les races prolifiques, c'est un critère qui doit être pris en considération première, puisque avec la quantité de bébés qui vont avoir dans l'abdomen en fin de gestation, si j'ai une brebis qui est très étroite à la ceinture du cœur, ça va vraiment limiter sa consommation et favoriser des baisses d'état de chair qui sont non désirables. Donc ça, c'est un critère très, très important qui va se transmettre. Puis on ne devrait pas avoir des animaux qui sont serrés au cœur. C'est des animaux qui vont se tenir beaucoup plus maigres en production puis qui vont perdre l'état de chair au fil du temps très rapidement quand ils vont produire. Continuer, j'ai évalué mon épaule, ma capacité. Je vais continuer ici et voir, on va aller voir au niveau du dos comment que mon animal se comporte. Je veux un dos qui est le plus plat de l'avant jusqu'à l'arrière et ensuite la croupe qui est le plus en continu avec mon animal. Fait que pour ça, il faut absolument que je touche l'animal, puis je vais aller voir plusieurs choses. D'une part, la colonne vertébrale. Je ne veux pas avoir un type de scoliose qui tourne, qui peut s'accentuer avec le temps. Je veux que ma colonne soit droite jusqu'en arrière, puis je veux ensuite que ce soit solide chez mon animal. Donc, droit. Ici, si j'y vais, déjà en partant, j'ai un léger creux derrière l'épaule que je remonte, qui n'est rien de problématique, mais qui est généralement un défaut très souvent rencontré, où je vais avoir mon dos et un creux très important dans mon épaule qui va descendre, ce que je ne recherche pas. Très souvent, les creux derrière l'épaule vont être associés à des épaules, des omoplates qui vont être non jointes ensemble, des ceintures de cœur qui sont plus fortes. Très généralement, quand je vais avoir un creux ici, je vais avoir une bosse sur le dos. Si je regarde cet animal-là, j'aurais voulu passer un peu plus droit comme ça, mais c'est correct. C'est acceptable. Mais si je mettais un pointage, je pourrais y en retirer ici un peu pour une légère dépréciation ici. Mais si je continue, justement avec la dépréciation, là, je vois une légère montée, mais quand même, si je touche, le dos est quand même solide. Donc, j'ai vu la colonne est droite, et quand je vais toucher à la force de dos, si mon animal était très mou, je pourrais renfoncer comme ça. Donc, je veux un dos qui est relativement droit. Très important à travailler la force du dos, surtout dans les races prolifiques qui ont tendance à être très faibles derrière l'épaule, puis à creuser comme ça. Et avec l'âge, avec le poids de la portée, surtout chez les femelles, on va avoir des dos qui se ramassent en banane inversée, puis
puis des abdomens qui touchent quasi le plancher avec des brebis qui sont très inconfortables. Donc, chez le bélier, pour transmettre un bon caractère, un dos très solide. Donc, quand je vais arriver au niveau de la croupe, pour ce qui est seulement de l'angle de la croupe, je vais regarder deux principaux points. La pointe de la hanche qu'on sent ici, de chaque côté, et les ischions, qui sont deux petits os chaque côté de la queue de l'animal. Ce que je veux, c'est un angle qui va être le moins prononcé possible, presque à l'horizontale. L'ischion est toujours plus bas que ma pointe de la hanche, mais il ne faut pas qu'il soit trop bas. Si je baisse mon ischion, ben, ma croupe va tomber en angle comme ça progressivement. Quand on va regarder pour la croupe, le mieux, ça va être de positionner les pattes en arrière le plus possible. On peut regarder l'animal au repos aussi. Et je vais être capable de voir cet animal-là, il y a une croupe juste correcte. J'aurais voulu avoir un petit peu plus relevé ici. Donc, relever l'ischion un peu pour avoir une croupe qui est un peu plus droite. Il y a beaucoup de défauts de croupe dans certaines races prolifiques, dans le Dorset aussi, cette race-là, qui sont beaucoup trop descendues. Le problème qu'on voit chez les bovins laitiers, bovins de boucherie, d'ischion trop haut comparativement à la hanche est très rare, voire absent, mais la croupe beaucoup trop basse est très fréquente. Donc, il faut tendre à avoir un animal qui va avoir une croupe plus longue. Seulement de l'aspect visuel, avoir une croupe plus droite va favoriser au niveau du coup d'œil, un animal qui est beaucoup plus long parce qu'il ne va pas descendre plus rapidement ici au niveau de la croupe. Au niveau des problèmes reproducteurs chez les bovins, ça a été répertorié croupe trop basse ou croupe trop haute, d'avoir des problèmes de reproduction, problèmes de santé chez les animaux, chez les ovins, c'est pas répertorié, mais c'est non souhaitable. Si je continue ensuite sur mon dos, j'ai regardé l'épaule, la capacité, la profondeur du baril, la structure sur le haut de mon dos, la croupe, mais je veux avoir aussi l'animal qui est le plus long possible. C'est aussi simple que d'aller se positionner à l'arrière de l'animal, puis de seulement aller voir à la base du cou, puis c'est la longueur de mon animal. Si j'avais 2 ou 3 sujets un à côté de l'autre, je pourrais comparer la longueur, puis voir lequel est le plus long. La longueur de l'animal, pourquoi on cherche des animaux le plus long possible? Dans les parties qui ont la meilleure valeur marchande chez les animaux, j'ai mes côtelettes ici, et j'ai mon carré sur mon animal ici. Donc, si je suis capable d'avoir des carrés pour le commerce qui sont plus longs, puis d'en faire plus, et des côtelettes qui sont plus épaisses pour le client, c'est encore plus désirable. C'est un caractère qui va se transmettre aussi entre les générations. Donc, si j'ai un animal très court, bien déjà, je viens de m'enlever une coupe d'épaisseur de côtelette puis de longueur de carré pour la clientèle. Donc, lorsqu'on a évalué un animal avec tous les points un après l'autre, on va aller le comparer à un autre animal si c'est un choix ou sur la sélection dans un élevage. Ici, ce que je veux montrer, c'est qu'entre deux animaux du même âge, j'ai une différence qu'on appelle le développement. Pour le développement, on a des chartes de poids pour l'âge adulte d'un animal, mais ce qu'on peut voir ici, c'est que pour le même âge, dans la lignée de troupeau, dans les lignées qu'on a ici dans le troupeau, j'ai un animal déjà au même âge qui a plus de développement, il est déjà beaucoup plus long que mon deuxième animal et il est déjà beaucoup plus large et plus épais que l'autre animal qui est quand même pas si mal, mais qui serait pas souhaitable si on veut vraiment continuer à améliorer nos développements, autant de nos épaules, nos largeurs entre nos deux animaux. Après ça, on peut comparer point par point, mais déjà, on peut le voir rapidement que la capacité de mon animal ici à droite est beaucoup plus forte que la capacité de l'autre animal ici après. Et si on allait point par point, on pourrait comparer les défauts et les qualités de chacun. Au niveau du positionnement des membres arrière, évidemment, ça va encore être avec notre système ischion-hanche trochanter. Si mon trochanter est basculé vers l'avant, je peux avoir un positionnement des membres qui est basculé vers l'arrière qui n'est pas souhaitable. Comparativement aux bovins laitiers, où on va avoir beaucoup d'animaux qui sont fortement coudés naturellement, puis ça va causer des problèmes. Chez les moutons, ce n'est pas des choses qu'on voit plus couramment parce qu'ils marchent beaucoup plus
Ils sont beaucoup plus libres dans les étables, mais quand même, ce qu'on veut, c'est des jarrets qui ont une bonne courbure. Si je le place au naturel, j'ai une bonne courbure, je n'ai pas un jarret qui est trop droit. Généralement, on n'aura pas de membres trop reculés, trop sous eux, bien que ce ne soit pas impossible. Les membres doivent tomber à angle comme ça. J'ai juste à replacer l'animal, on va le voir souvent plus au naturel, qui vont tomber à angle comme ça avec la bonne courbure au niveau du jarret. Ce qui peut arriver chez les ovins, c'est des jarrets trop droits. Dans ce cas-là, j'aurais le jarret placé naturellement qui serait avec une courbure droite, mais qui serait, si je le mine, un peu comme ça. Pour des béliers, ça fait beaucoup d'affection au niveau du jarret. C'est des béliers qui durent moins longtemps dans les élevages au niveau de l'articulation parce qu'elle est affectée. Donc, de côté, généralement, c'est surtout s'assurer qu'on a un bon angle au niveau de notre jarret ici. La fondation de l'animal, qu'est-ce qui fait la qualité de mon piézémane? Si je pars de la base, parce que je suis partie d'en haut, mais ce qui part de la base, c'est la fondation jusqu'en montant. Je vais partir de mon onglon, mais mon pâturon. C'est tout là que se fait le support de l'animal. Si je reprends mes parties, j'avais mon jarret ici. Ici, j'ai mon canon, la ligne droite, et j'ai mon boulet ici. Et mon pâturon, c'est du boulet jusqu'à la ligne de poil qui arrive à la limite des onglons. Donc, la zone ici, et mon pâturon. Ce que je recherche chez un ovin, chez les ovins, c'est un pâturon qui est le plus court possible, le plus large possible et qui a un bon angle. Comme celui-ci, bien que les onglons soient un peu longs, l'angle de mon pâturon est correct. Si j'avais un pâturon qui est de mauvaise qualité, mon boulet... Si j'avais un pâturon qui était de mauvaise qualité, mon boulet ici pourrait être abaissé ici. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que j'aurais un pâturon qui, généralement, serait beaucoup plus long et fin et où j'aurais le poids de mon animal qui pousserait vers le bas. Donc, mon pâturon serait dans un mauvais angle. Ça, c'est vraiment ce qu'on recherche pas mal plus comme qualité de pâturon. Aussi, ce qui influence la hauteur de mon talon ici, la hauteur du talon qui doit être quand même assez haute. Évidemment, si je n'ai pas de talon, je change l'angle et immédiatement, je change mon inclinaison. Un animal lourd qui n'a pas des bons pâturons, bien, tout le poids tombe ici, sur le pâturon, sur l'articulation, puis il risque d'affecter la longévité dans l'élevage. Pour le positionnement des membres antérieurs, on va regarder vers l'avant de l'animal. Ce qu'on veut sur notre animal, on ne veut pas des membres qui sont ni trop ouverts, ni trop fermés. On veut avoir deux membres bien parallèles. Au niveau de l'ouverture, c'est comme si je prenais une ligne imaginaire de la pointe de l'épaule qui traverse mon genou jusqu'en bas. Même chose de l'autre côté, puis je veux deux lignes parallèles. Dans les défauts, il peut y avoir les genoux qui vont aller vers l'intérieur puis qui se ressortent, ou je peux avoir des membres aussi qui sont trop arqués vers l'extérieur, ce qui est encore pire au niveau de l'articulation des genoux ici. Dans les défauts les plus courants, comme cet animal-là, je descends en ligne droite jusqu'au genou, mais à partir de mon canon, j'ai mes deux canons, celui-là et celui-là, qui sont égaux. Mais ici, si je traverse, je vois, malgré même le fait que les onglons ne soient pas taillés, je vois que j'ai une ouverture. Donc, j'ai deux membres parallèles que je voudrais comme ça, mais j'ai une ouverture au niveau légère de mes pâturons qui vont être déviés vers l'extérieur. Je peux avoir des pâturons déviés vers l'extérieur, vers l'intérieur, affaissés vers l'intérieur aussi, puis affaissés des deux membres. Donc, celui-là, ici, au niveau de l'avant, n'est pas parfaitement positionné. Et généralement, chez les dorsettes, selon les lignées, selon les animaux, on peut avoir, durant la croissance, une patte qui va tourner à droite ou les deux pattes, ou une patte vers l'intérieur. Comme celui-là, celle-ci est un peu plus tournée vers l'extérieur que celle-ci ici. Ici, on a l'extrême des pâturons qui sont très panards. L'animal est placé carrément au naturel, puis ce qu'on voit ici, c'est que surtout le pâturon droit avant part complètement vers l'extérieur. Même l'animal a tendance à se mettre les pattes plus ouvertes qu'à la normale. Mais on voit vraiment au niveau de l'angle ici que j'ai une déviation vers l'extérieur. Mes onglons, au lieu d'être pointés vers l'avant, sont complètement pointés à l'extérieur, ce qui n'est pas souhaitable non plus au niveau de la conformation des membres antérieurs. Ici, on a vraiment l'exemple d'un pâturon affaissé au niveau des membres arrière. C'est un bélier de reproduction qu'on veut qui travaille sur les femelles. C'est une faiblesse qui est assez importante à ce niveau-là. On voit complètement l'affaissement du pâturon et le boulet qui veut aller vers le sol. Si je fais juste mettre du poids sur l'animal,
je suis capable de voir qu'on a une faiblesse au niveau du pâturon, qui n'est même pas capable de supporter l'animal, qui n'est même pas à son plein potentiel au niveau de son développement et de sa musculature. Donc, si je regarde les membres arrière, c'est essentiel pour un bélier, surtout pour qu'il grimpe, les femelles lors de la période de saillie, mais en avant aussi, en tout temps, mort les femelles. Donc, ici, je vois mon pâturon, j'ai quand même une bonne hauteur de talon, c'est pas trop long, mais on voit déjà que mon angle est affaissé comparativement au postérieur que je venais de montrer. Donc, les pâturons avant de cet animal-là ne sont pas parfaits, ne sont pas problématiques non plus, mais si j'enlevais le poil ici, déjà, on voit un peu que mon angle n'est pas assez droit tout à fait. Ce que je veux pas non plus, ni affaisser, mais trop droit est aussi possible, surtout généralement chez les membres arrière. Dans ces cas-là, on aurait une bosse avec un retour, avec un pâturon qui serait très, très droit et un peu les onglons qui seraient sous la ligne ici, des animaux qui ont de la difficulté à se déplacer sur leurs membres avec le temps. Je peux, de la vue avant, déjà voir que cet animal-là n'a pas des pâturons très, très bons, seulement par l'ouverture qu'il a entre les deux onglons. Évidemment, ces onglons ne sont pas trimés, mais ne sont pas extrêmement longs. Un animal qui aurait eu des bons pâturons, si j'imite avec mes doigts, les onglons auraient été beaucoup plus collés, avec un pâturon qui est plus droit. Dès que j'ai une courbure pas comme souhaitable, on voit tout de suite un affaissement avec une ouverture des onglons comme celui-ci. Donc déjà, le signe nous témoigne que son pied n'est pas parfait vu de l'avant. Donc c'est à regarder au niveau de chacun des membres pour voir s'il n'y a pas un ou plusieurs des membres qui ont cette problématique-là des pâturons. OK, ici, ce qu'on a, c'est un animal qui a un défaut qu'on retrouve quand même un peu fréquemment dans la race Suffolk et dans d'autres races. Ce qu'on recherche, si on fait un rappel, c'est d'avoir deux membres qui sont parallèles à partir du jarret avec le canon, qui est la partie ici, du jarret jusqu'au boulet. Cet animal-là est relativement parallèle. Le problème, c'est qu'il faut aussi que les membres soient positionnés assez larges. Donc, ce qu'on voit sur ce problème-là, c'est qu'on a des jarrets qui sont très, très rapprochés, mais malgré tout parallèles avec une croupe et un système en arrière qui est très, très étroit. Si on regarde du haut de l'animal, on a ici la croupe qui part très, très étroite avec les membres qui se rapprochent progressivement jusqu'au jarret ici pour finir complètement parallèle. Donc, le problème ici de cet animal-là semble peut-être, dans quelques lignées, avoir une composante qui va se reproduire entre les générations. Et évidemment, on peut suspecter, même par observation qui a été vu, que certains des béliers qui présentent cette condition-là ont un petit peu plus de difficulté à la monte lors des accouplements. Qu'est-ce qu'on regarde sur ce bélier-là? C'est une faiblesse au membre arrière, que dès qu'il va aller se repositionner, on a quand même ici, on est versé vers l'intérieur, surtout du membre arrière droit, où on voit que l'animal est un peu porté à se tenir à l'extérieur de son jarret dès qu'il se place les pattes. Puis si on laisse aller l'animal sur son déplacement, on va vraiment voir qu'il n'est pas très solide sur ses membres arrière. Ce que je fais avec l'animal ici, c'est mon même animal qui avait les canons parallèles. Ce que j'essaie, c'est juste de montrer un autre défaut qu'on rencontre parfois dans le Romanov où j'aurais pu avoir les pattes qui partent vers l'extérieur avec les jarrets serrés. Cet animal-là n'a pas la condition naturelle, fait qu'il faut que je force un peu l'exemple pour le faire parce que si je le laisse replacer au naturel, il va toujours aller se replacer les membres très rapprochés ensemble, mais de façon parallèle, qui est une condition qu'on ne veut pas avoir puis qui semble un peu être dans quelques lignées, donc à éliminer. Au niveau de l'ossature d'un ovin, comparativement au bovin, on va rechercher une ossature qui est grossière, qui est ronde et solide. Donc, surtout au niveau du canon qu'on a ici, on va chercher un canon qui est beaucoup plus rond que plat et fin, comme chez le bovin laitier. Donc, c'est comme si je prenais le tour de la patte puis je suis supposée d'avoir un poteau de téléphone. Comme cet animal-là, pour la grosseur qu'il a, j'aurais souhaité avoir une ossature plus grossière, plus solide, parce que je la considère un peu trop fine, trop plate. Que ce soit avant
ou après d'avoir fait l'évaluation en touchant toutes les parties de l'animal. Ce qui va être important, ça va être de regarder l'animal se déplacer seul, idéalement, assez calme, puis être capable de voir les mouvements que l'animal va avoir sur le plancher. Quand on va faire cette séquence-là d'évaluation, important d'être sur une surface plane, dure et solide pour vraiment apprécier la force des membres. Si un animal est solide, on va le voir marcher de façon fluide et aussi le dépôt des paturons devrait être correct et non affaissé lors de chaque pas, comme on peut voir certains animaux le faire, par exemple. Donc là, si j'ai mon animal à l'intérieur d'un parc, relativement calme, une surface plane et non molle pour pas que les paturons s'écrasent et qu'on ne puisse pas les voir, je suis capable de voir que la démarche est relativement fluide. Je n'ai pas de problématique tant au niveau des postérieurs. Si j'avais une problématique, je pourrais avoir des membres qui se relèvent de façon très saccadée, qu'on appelle la condition de crampage, qui n'est pas très bien connue, mais qui est vraiment à réformer au sein des entreprises et à éviter lorsque de l'achat de sujets reproducteurs ou de l'élevage de sujets reproducteurs. Celui-ci est correct au niveau des membres postérieurs, donc tous les membres se déplacent de façon normale. On voit par contre que les paturons avant, lorsqu'ils se déplacent, ont tendance un peu à s'affaisser, mais c'est rien de majeur. Alors ici, on a un autre animal qui est beaucoup plus jeune, où on va regarder sur la démarche arrière, qui a une démarche saccadée qui est la condition de crampage. Pour cet âge-là, avec autant de crampage, c'est sûr qu'en vieillissant, cet animal-là ne restera pas longtemps en élevage, ne sera pas capable de travailler. Si on regarde même au niveau des membres postérieurs, quand il tombe à l'arrêt, on ne le voit peut-être pas bien à la caméra, mais il va trembler sur ses membres postérieurs, ce qui montre vraiment de l'inconfort. Si on regarde vraiment quand il va se déplacer, c'est comme si on prenait un élastique et on tirait le jarret vers le haut. Donc, si j'essaie de le déplacer, comme là, il vient de le faire, il vient de le faire. C'est deux démarches non naturelles, non fluides. On va aller le voir se déplacer un peu plus s'il l'accepte. Quand il va revenir, on voit la hauteur et comment il lève ses pattes. À chaque fois qu'il lève le jarret en hauteur, c'est une condition de crampage absolument à réformer, principalement à cause que c'est des béliers qui ne travaillent pas en élevage. Deuxièmement, il n'y a pas d'assurance actuellement que ce soit héréditaire, mais forte suspicion que ce soit héréditaire puisque c'est un bélier sous projet et son père présente la même condition. Pour évaluer ma longe, une fois que je suis sur la surface de l'animal, je vais aller la situer en allant voir la pointe de la hanche, comme j'avais tout à l'heure pour la croupe. J'ai ma pointe de la hanche, puis je vais ensuite avancer jusqu'à ma dernière côte ici. Donc la longueur de la longe va être entre la dernière côte et la pointe de la hanche. Je vais être capable de situer ma longueur de longe. Pour bien la manipuler, je vais mettre mon pouce sur la pointe de la hanche, puis avec mes doigts, que ce soit, si c'est très long, je vais avec le petit doigt, sinon je vais aller voir la longueur jusqu'à la dernière côte. Je peux la prendre de chaque côté comme ça. J'ai une longueur de longe qu'on voit qui est isolée ici, comme ça sur mon animal. Le plus long possible qu'on recherche. Ensuite, une fois que je l'ai situé, je suis capable de voir longueur, largeur, que je veux le plus large possible. J'ai l'œil de longe ici, sur sa largeur, et le plus épais aussi possible. Je peux aller voir au niveau de mon animal l'épaisseur de la longe. Évidemment, si mon animal est maigre, je ne serai pas capable de bien voir le développement musculaire parce que je vais perdre autant de gras que de muscles. Donc ici, j'ai un animal dans une bonne condition de chair. J'ai un animal qui a une bonne longe large, longue et relativement épaisse en muscles, donc rebondie ici. Ce caractère de longe et de musculation est essentiel chez les races terminales, mais même chez les races maternelles, vu qu'ils sont en production, vont composer vont faire partie de la composition génétique des animaux. On va chercher une longueur de longe qui est le plus long possible, mais on va concéder, comme chez le Dorset, le Romanov, le Rideau ou d'autres races qui n'ont pas été développées pour la musculature, on va concéder qu'ils soient moins développés en muscles que chez le Suffolk, le Hampshire, le Arcot canadien, par exemple, qui sont des races terminales.
Sur la musculature de la longe, ensuite, j'ai l'épaule qui est de moindre valeur marchande, mais qui doit être bien développée parce qu'au niveau de la classification, on va quand même rentrer dans la cote de classification, donc la paye pour le producteur. Lorsque j'ai évalué mon épaule, je peux aller seulement toucher sur mon épaule l'état de remplissage de muscles. Si mon animal était très maigre et pas développé, ce serait directement sur l'os. Si je prends celui-là, je vais toucher et j'ai quand même une bonne épaisseur de muscle qui rebondit ici sur mon animal, puis je suis pas sur les os complètement. Donc, je veux de la viande à cette place-là. Encore là, essentiel sur les races terminales. Et quand même important chez les races maternelles. Ici, on a un bélier Suffolk, qui est donc une race terminale, qui, oui, il a perdu un peu de condition de chair, mais qui est encore au-dessus de la cote de 2,5, mais qui a nettement un très fort manque de musculature au niveau des gigots arrière, de ce qu'on recherche par rapport à ce qu'on recherche chez une race terminale. Donc, ce qu'on aurait souhaité chez ce mâle-là, dans le meilleur des mondes, c'est en partant du jarret, j'aurais voulu ici que mon muscle ouvre comme ça, puis que j'ai un muscle qui est plutôt bombé. À ce moment-ci, j'ai plutôt quelque chose de concave, très plat, absence de développement musculaire, autant dans le gigot, dans les deux gigots, autant sur la largeur de mon gigot que sa profondeur, son épaisseur. Donc, je prends la main, j'ai pas de masse musculaire au niveau de ce que je saisis sur l'animal. Malgré que si je compare avec d'autres qu'on peut voir aujourd'hui dans la bergerie, qui ont la même condition de chair, mais beaucoup plus de masse musculaire. Donc ça, pour un animal de ce type-là, sur lequel je souhaite faire des agneaux de marché remplis, c'est vraiment pas souhaitable.